Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel en 20 ou 30 minutes je vais vous parler de la configuration de mon Visual Studio Code. Déjà, ce qu'il faut comprendre quand on parle de configuration d'un éditeur de texte, c'est qu'on se concentre typiquement sur le type de développement ou alors le type de plateforme pour laquelle on fait du développement. Moi, je fais essentiellement du développement web, donc du coup, ma configuration ne sera pas forcément la même que celle de quelqu'un qui fait le développement mobile. De la même façon, quelqu'un qui fait le développement desktop n'aura pas forcément la même configuration que quelqu'un qui fait du développement mobile ou du développement web. Toujours est-il que ce que je vais vous montrer ici n'est pas une vérité absolue, mais peu importe que ce tutoriel soit orienté configuration côté web, ça fonctionne quasiment de la même façon, quelle que soit la plateforme ou alors le langage avec lequel on travaille. Si on veut par exemple installer des extensions qui sont propres au Java, on peut venir ici là et lorsqu'on va taper Java, vous allez vous rendre compte qu'on aura tout un tas d'extensions Java qui nous seront proposées et si on sélectionne par exemple une extension, on pourra lire la documentation pour savoir à quoi ça fait référence. De la même façon, quelqu'un qui fait par exemple du Python n'aura qu'à taper ici Python et il aura également un tas de résultats qui se proposeront à lui. Ce qu'il faut également savoir, c'est que je vais vous présenter les extensions avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont ces extensions qui sont meilleures. Le fait est que je suis habitué à travailler avec ces extensions dont je me sens à l'aise avec ces dernières. Mais comme je vous l'ai dit, il existe tellement d'extensions que, en fonction des extensions, on peut avoir tellement de configurations différentes. Donc vous pourrez même aller sur Google, demander comment on fait telle ou telle autre chose dans Visual Studio Code et en fonction de ça, on va vous proposer plusieurs extensions similaires à quelques différences près. Et ici, les extensions que je vais vous montrer sont déjà préinstallées à l'avance, donc je vais juste me contenter de vous les présenter et de vous montrer comment ça fonctionne dans certains cas. Pour ce petit tutoriel, j'ai catégorisé ces extensions en deux groupes. Le premier groupe, ce sont les extensions qui optimisent l'ergonomie et le formatage du code. Et le deuxième groupe, c'est celles qui optimisent le travail dans la façon d'écrire le code un peu plus rapidement. Dans ce premier groupe qui optimise l'ergonomie du code, on va parler ici là du Material Theme. Mais avant qu'on ne parle du Material Theme, je préfère remettre le thème par défaut pour comprendre d'où me vient le thème que vous voyez là à l'écran. Généralement, quand on installe Visual Studio Code, voilà le thème par défaut qu'on a. Mais moi ici, j'ai installé le Material Theme. Et c'est ce Material Theme qui me donne cette couleur que vous avez vue précédemment. Pour chaque thème, pour chaque extension, lorsqu'on va généralement la sélectionner et qu'on va l'installer, on aura la possibilité soit de la désinstaller ou alors de la désactiver. Et pour le Material Theme, je vais simplement définir la couleur en cliquant ici sur Set Color Theme. Vous voyez qu'immédiatement, le thème change. Et si je commence à défiler les différents thèmes qu'on a à chaque fois, on a une couleur différente. Le thème avec lequel je travaillais tout à l'heure, c'est celui-ci, donc je vais le reprendre. À côté du Material Theme, généralement, on ajoute le Material Theme Icon, le Material Icon Theme. Le Material Icon Theme ici, là, sert à quoi? Vous allez vous rendre compte que ici, dans mon projet, chaque dossier a une couleur particulière et a une petite icône qui est associée, qui est également particulière. De la même façon, chaque fichier, en fonction de l'extension qu'elle porte, a une couleur ou alors un logo particulier. Comme je vous l'ai expliqué, le développement dépend principalement des plateformes. Et chaque plateforme de développement a ses conventions de nommage. Donc du coup, en fonction de la plateforme dans laquelle on travaille, lorsqu'on va renommer un dossier, ce dossier va correspondre à quelque chose de particulier pour un type de projet et le Material Icon Theme va directement savoir qu'en fait, je dois mettre telle couleur ou alors tel logo à ce fichier ou alors à ce dossier. Donc c'est un peu à ça que ça nous sert. Si je zoome, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont CSS ont un logo CSS, les JavaScript ont du JS, les PHP ont PHP et les HTML ont le logo du HTML5. Je vais revenir à la taille initiale et on va continuer à travailler. Après avoir installé ces deux thèmes qui sont le Material Theme et le Material Icon Theme, le prochain thème qu'on va installer ici là c'est le Prettier. Et à quoi nous sert en réalité le Prettier? On va venir et on va lire. Et on nous dit ici là que Prettier Formatter for Visual Studio Code. Prettier is an optioned code formatter. It enforces a consistent style by parsing your code and reprinting it with its own rules that take the maximum line length into account, wrapping code when necessary. En gros, ce qu'on nous dit simplement ici, c'est que le Prettier Code Formatter va reformater notre code en fonction de ses propres règles. C'est ça que vous voyez ici. Et on dit qu'il va prendre en compte le maximum d'éléments qu'on peut trouver sur une ligne. Il va couper le code lorsque ce sera nécessaire et le renvoyer à la ligne automatiquement. Et ici en dessous, on nous montre tous les langages que ça prend en compte.
Donc, on va faire un petit test et je vais venir ici. Si j'ouvre le fichier HTML que j'ai par ici et que je mets une mauvaise indentation, par exemple, je casse mon indentation. Comme ceci, par exemple, dès que je vais sauvegarder mon code, regardez ce qui va se passer. Tous les éléments se replacent comme ils étaient précédemment. Donc, le Prettier Code ici, là, n'aime pas voir le code mal formaté. Il va directement le reformater de telle sorte qu'il soit beau à voir. Et si je remonte un peu plus haut ici, vous allez remarquer que ici, j'ai un button et ce button porte à lui seul cette classe. Cette classe étaient alignées les unes à la suite des autres, mais le Prettier, lorsqu'il a compté le nombre de lignes, il s'est rendu compte que ça débordait et que ça devenait très long. Et il a vu qu'il y avait tellement d'éléments, tellement d'attributs à l'intérieur, il a préféré les casser et les aligner, comme vous voyez là. Donc, c'est un élément qui est très important généralement pour formater le code. Et si on part dans le JavaScript pour voir comment ça marche, à ce niveau, si je casse l'indentation ici et que je sauvegarde, là, il ne se passe rien. Et si généralement vous faites et qu'il ne se passe rien avec le Prettier, il faut venir regarder tout ici en bas. Il y a cette petite icône Prettier. Ici, il y a un triangle avec le point d'exclamation. Ça veut dire que j'ai une erreur. Donc, on va ouvrir, on va lire l'erreur pour voir ce que ça nous dit. Ça nous dit simplement function et ça nous montre ça. Ça nous dit for each et on nous dit ici unexpected token. On dit 4, 10. Le 4 ici représente la ligne et le 10 représente la colonne à laquelle il y a l'erreur. Donc, si je viens ici, là, voici la 4e ligne et la 10e colonne. Ici, ça nous indique que c'est la 9e colonne, donc j'avance voir la 10e colonne. En réalité, le problème que Prettier nous reproche ici, c'est le fait de n'avoir pas mis un nom à notre fonction. Donc, on va mettre test. Et si maintenant je sauvegarde, vous voyez que mon code a été formaté automatiquement. Et ici, le Prettier nous met une icône comme pour nous dire tout est bon. Donc, lorsque généralement ça ne va pas marcher, prenez la peine de regarder ici en bas, c'est qu'il y a une erreur. Et c'est pareil même dans le HTML. Si je viens par exemple ici et que je supprime cet endroit là où j'ai mis nav, lorsque je sauvegarde, il va se fâcher. En réalité, il va se fâcher parce que lorsqu'il va regarder, vous allez voir, il va dire ici, il va nous dire quelque part, unexpected closing tag nav. It may happen when the tag has already been closed or another tag. Donc en gros, ce que ça nous dit ici, c'est que il y a un nav qui a été fermé, mais il ne devrait pas être fermé. Ça arrive généralement lorsqu'il y a un nav qui a été ouvert ou alors un autre qui était fermé précédemment. Sauf qu'ici, lorsque ça va chercher, ça va venir trouver tout ici en bas, ce nav qui est fermé. Par contre, en haut, il n'y a pas de nav qui a été ouvert. Donc, on va simplement annuler, on va remettre et tout va commencer à fonctionner normalement. Et vous voyez que là, on a notre icône qui nous dit que tout va bien. Donc, c'est comme ça que fonctionne le Prettier. Autre chose, on peut le configurer de façon un peu plus avancée. Ici, je peux enlever ces parenthèses. Ça, c'est la syntaxe ES6. De la même façon, si je viens ici, là, au lieu d'avoir les simples codes, je peux décider d'avoir plutôt les doubles codes. Donc, je vais supprimer les simples codes. Mais dès que je vais sauvegarder mon code, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux choses qui se sont passées. La première chose, ici, on n'a plus de double code, on a les simples codes. Et la deuxième chose, ces parenthèses sont réapparues immédiatement. Donc, si vous voulez connaître comment fonctionne Prettier dans sa configuration la plus avancée, vous venez dans Settings ici et vous allez simplement taper Prettier. Par exemple, en ce qui concerne l'indentation, on voit ici que l'indentation, c'est de 4. Vous pouvez revenir ici et dire que non, vous voulez une indentation sur 2 éléments, sur 2 lignes, 2 espaces simplement. Donc, je viens ici, je clique et je décide que pour l'indentation, je ne veux pas 4, mais je veux plutôt 2. Et vous voyez que ça réduit immédiatement à 2. Je refais la même chose et je dis non, je préfère en fait que ce soit à 4 et ça remet. Donc, vous pouvez définir ça ici. De la même façon, en ce qui concerne par exemple les doubles quotes ou les simples quotes, vous allez voir ici, Prettier single quote. Et on dit, if true, we'll use single quote instead of double quotes. Donc, c'est ce que j'ai activé pour avoir les simples quotes à chaque fois qu'il sauvegarde. C'est une de mes préférences et vous pouvez mettre celle que vous voulez. Maintenant qu'on a fini avec le Prettier, le prochain élément qu'on va installer ici, là, c'est simplement le bracket pair colorized. Et le bracket pair colorized nous sert à quoi? Vous allez remarquer ici dans le JavaScript que lorsque j'ouvre un curly bracket ici, il se referme ici en bas. Et lorsque mon curseur est placé là, il y a toute une ligne rouge qui se dessine là pour arriver jusqu'ici en bas. Donc en gros, ça m'indique que c'est ce curly bracket qui est ouvert ici, c'est lui qui se referme là, et tout ceci constitue le bloc. De la même façon, lorsque je lance le for each à l'intérieur, j'ouvre un autre curly bracket et vous voyez qu'il a une couleur différente. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir les curly brackets, il y aura des couleurs différentes. Si par exemple je me mets à ouvrir ça ici, vous voyez qu'à chaque fois, on a une couleur différente. Il en est de même pour les parenthèses et
pour les crochets également. C'est en fait à ça que va nous servir le Bracket Pair Colorized. Après le Bracket Pair Colorized, on va installer ici le Rainbow Indent. Et le Rainbow Indent ici, le Indent Rainbow, il sert à quoi? C'est ce que vous voyez ici là, qui me donne ces petites couleurs. Mais ça va mieux se voir dans le HTML. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une indentation, on a cette petite zone avec une couleur différente. À chaque fois qu'il y a une indentation, il y a cette couleur différente. À chaque fois, une couleur différente. Donc ça va nous permettre de nous repérer et de mieux connaître là où commence un bloc et là où ce bloc finit également. Par exemple, à ce niveau, on a ici le HTML. Et vous voyez que le HTML descend tout en bas jusqu'à la fin. De la même façon, lorsque je viens ici, j'ai ce button et ce button, il est fermé juste ici. Donc, c'est indente l'élément. De la même façon, j'ai cette div ici qui porte le Carousel Indicators et lorsqu'on va descendre, cette div se ferme ici. Donc, ça nous permet de mieux lire notre code. Et je pense qu'avec le Indent Rainbow, c'est le dernier élément de l'ergonomie qu'on va installer ici. Maintenant, on va se concentrer sur les éléments de fonctionnalité. Et le premier élément de fonctionnalité qu'on va installer, c'est le HTML CSS Support. Le HTML CSS Support sert à quoi? On dit ici HTML ID and Class Attribute Completion for Visual Studio Code. Donc, en gros, voici tout ce que ça fait ici, donc tous les éléments que ça peut optimiser dans notre code. Pour mieux les comprendre, je vous invite à aller faire des recherches sur Google et peut-être chercher les informations en français. Mais en gros, ça fonctionne comment? Une fois que je crée mon fichier HTML comme ceci et que je charge mes CSS ici en dessus, je peux désormais venir simplement ici et lorsque je vais commencer à saisir une classe ou alors je ne saisis même pas, vous voyez qu'il commence à me proposer directement toutes les classes que j'ai dans mes fichiers CSS par ordre alphabétique. Et si je dis par exemple BTN, ça commence à me proposer tout ce qui commence par BTN ou alors tout ce qui contient BTN. C'est en fait à ça que va nous servir le HTML CSS Support. Après le HTML CSS Support, on va installer une autre extension et cette dernière sera simplement le CSS Peak. À quoi nous sert le CSS Peak en réalité? Le CSS Peak est magnifique les gars, vous allez voir, regardez comment ça se passe. J'arrive ici là et j'ai mes classes qui sont déjà pré-remplies dans les éléments HTML. Et après, j'ai envie de modifier certains éléments de certaines classes. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans le fichier directement, chercher à quel endroit ça se trouve. Je vais maintenir CTRL et vous voyez que dès qu'il maintient CTRL, lorsque je suis placé au-dessus, ça me dit « Click to show for definitions ». Je vais cliquer et qu'est-ce que ça va me dire? Ça me montre ici toute une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre me dit que dans le fichier bootstrap.min.css, il y a cette classe. Et quand je viens ici dans mes fichiers, vous voyez que j'ai bootstrap.min.css. Et dans mon bootstrap.min.css, ça met ici le chiffre 2 pour m'indiquer que on a modifié cette classe à deux endroits. De la même façon, ça me dit que dans le bootstrap.css qui se trouve en dessus, il y a également deux endroits là où ça a été modifié. L'avantage avec ça, c'est qu'on peut directement modifier notre CSS ici et ça va prendre effet dans notre fichier. Mais ici, on est sur le fichier bootstrap.min.css. Ce n'est pas ce fichier qu'on veut. On va le replier et on va plutôt ouvrir celui-ci. Et si je sélectionne, vous allez voir que ça me montre plutôt un fichier qui est bien formaté. Si j'ai envie de modifier par exemple quelque chose, je peux venir ici là et dire par exemple que je veux mettre désormais un 8. Donc on va dire ici là qu'on veut mettre par exemple une hauteur à 100%, 100 pixels par exemple. Et on modifie, dès qu'on va sauvegarder, ça va prendre effet directement dans notre fichier CSS. Et pour preuve, vous voyez que le fichier Bootstrap s'est ouvert ici et il y a un petit point qui indique que ça a été modifié. Donc on va annuler ce qu'on vient de faire et on va revenir à l'état initial. Là, vous voyez qu'il n'y a plus aucune modification. Si on veut modifier, on modifie directement ici et si on ne veut pas, on referme directement. C'est en fait à ça que va nous servir le CSS Peak. Donc, si on ne connaît pas directement ou alors on n'a pas envie d'aller s'ennuyer à fouiller longuement dans notre CSS pour trouver là où se trouve une classe, on peut directement venir et on pique la classe par ici. Donc, ça sera tout pour le CSS Peak. Si vous voulez connaître comment ça fonctionne de façon plus avancée, je vous invite à faire d'autres recherches. Après le CSS Peak, on va parler d'un élément qu'on n'installe pas mais qui existe pourtant déjà dans Visual Studio Code. Certains ne le connaissent pas peut-être, ça aurait même dû être le premier élément qu'on aurait dû parler en termes d'optimisation du travail. Il s'agit simplement ici du plugin qu'on appelle Emmet. À quoi nous sert le plugin qu'on appelle Emmet? On va se créer un nouveau fichier HTML et vous allez voir comment ça fonctionne. On va dire par exemple ici qu'on crée un bloc.html. Dans ce bloc.html, il n'y a rien pour le moment. Emmet, c'est ce plugin, c'est cette extension qui nous permet d'écrire le HTML plus rapidement et le CSS également.
je vais mettre un point d'exclamation et lorsque je vais taper sur tabulation, vous voyez que j'ai directement une structure de base de HTML qui apparaît. De la même façon, si je veux me créer un menu, je vais simplement taper un élément nav par exemple. Dans cet élément nav, je vais mettre un UL. À ce UL, je vais mettre la classe menu. À l'intérieur de ce UL, je vais me mettre par exemple 4LI auquel je vais donner la classe nav-item. À l'intérieur, je vais mettre des liens A. Ces liens A, je vais leur donner la classe nav-link. Et si j'ai envie d'ajouter un identifiant, j'ai plutôt à mettre d'abord un dièse et après je vais dire que c'est également nav-link. Et une fois que j'ai fini ça, je vais dire par exemple que je veux qu'à l'intérieur, il y ait simplement un texte qui va s'appeler lien. Et si j'ajoute le dollar à la fin, ça va partir de lien 1 à lien 4. Donc je vais placer mon élément là et lorsque je tape sur tabulation, vous voyez que j'ai cet élément qui apparaît immédiatement. Donc j'ai un menu qui est apparu une seule fois. Et ce menu, je peux directement aller le regarder dans ma page HTML, mais je ne vais pas ouvrir mon navigateur. C'est en fait à ça que nous sert le plugin Emmet. Autre chose, le plugin Emmet, on ne l'installe pas, comme je l'ai dit, il est natif dans Visual Studio Code. Après avoir parlé ici là de l'extension Emmet, on va parler d'une autre extension qui est incrustée directement dans les nouvelles versions de Visual Studio Code. Il s'agit du Auto Rename Tag. Le Auto Rename Tag fonctionne comment? Ici, j'ai une balise UL l'icône ouverte et cette balise, on l'a fermée ici. Je veux par exemple modifier, ou alors si on prend par exemple la div qui est ici en haut, je veux modifier cette div, je me dis non, en fait, ce n'est pas la div que je voulais, mais je voulais plutôt nav. Et lorsque je tape nav, vous voyez que à mesure que ça se modifie en haut, ça se modifie également à l'endroit là où ça a été fermé. Je remets div et ça le fait des deux côtés. C'est en fait à ça que nous sert le Auto Rename Tag. Si cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut dans votre Visual Studio Code, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir à ce niveau et vous allez sélectionner Setting. Dans Setting, vous allez taper sur Edit et à la première occasion, là, vous allez voir Edit in Settings.json. Vous allez choisir cet élément. Juste ici à la fin, vous allez ajouter une virgule et tout en bas, vous allez ouvrir des doubles quotes. Dans ces doubles quotes, vous allez simplement taper ici editor.rename on type. Et juste après, vous allez mettre 2 points et la valeur que vous allez mettre sera true. Et là, lorsque je tape, ça me le souligne. Pourquoi? On va survoler et on va lire le message. Dans le message, ils nous disent que c'est déjà obsolète. Et à la place, on devrait plutôt utiliser editor linked editing. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va simplement mettre ici un linked editing. Et maintenant, ça me le souligne de nouveau. Si je survole, vous allez voir qu'on va me dire duplicate object key. Donc, ça veut dire que moi, je l'avais déjà mis en fait dans mon éditeur de texte ou alors ça avait été activé par défaut. Donc, je vais supprimer cet élément. Mais si chez vous, ça ne fonctionne pas, vous allez simplement l'ajouter et tout va bien se passer. De la même façon, après le Auto Rename Tag, il y a également une autre fonctionnalité qui est très intéressante. Si j'ouvre ici là et que je tape par exemple div, je ferme, vous voyez qu'immédiatement, ça me referme la div juste après. Donc, ces deux éléments combinés évitent les problèmes d'oubli du type on peut vouloir renommer une balise, on renomme la balise ouvrante et on oublie de renommer la balise fermante. Donc, il va se charger de renommer la balise immédiatement. De la même façon, on ouvre une balise et on oublie de la fermer, il va nous refermer la balise automatiquement. Et si cette fonctionnalité également n'est pas activée, lorsque vous allez venir également dans le même fichier JSON, vous allez simplement ajouter une virgule et tout en bas, la ligne que vous allez ajouter, vous ouvrez les doubles quotes et vous allez mettre ici la HTML point et vous allez mettre auto closing. Et je pense qu'ici, vous voyez que là, il y a l'autocomplétion. Vous allez simplement mettre cela à true. Donc, du coup, ça va commencer à vous fermer vos fichiers. Vous allez enregistrer votre fichier JSON et tout va continuer normalement. Je vais supprimer ce que je viens d'ajouter ici et je vais prendre mon fichier de base comme il était et on va continuer à travailler. Après ces deux éléments, après ces trois éléments, en fait, le Emmet, le Auto Rename Tag et le Auto Close Tag, on va installer deux autres extensions. L'une de ces deux extensions sert également aux développeurs mobiles. Et là, il s'agit de React Native Tool. Donc, si je mets ici React Native Tool, là, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que je ne l'avais pas encore installé. Et je vais sélectionner ici React Native Tools. Ce React Native Tools, on va le sélectionner et on va d'abord lire avant d'installer. On nous dit ici React Native Tools. About the extension. On dit This VS Code extension provides a development environment for React Native projects. Using this extension,
You can debug your code and quickly run React Native commands from the command palette. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que cette extension, c'est pour les développeurs mobiles. Elle fournit un environnement de développement pour les projets React Native. Et en utilisant cette extension, vous pourrez débugger votre code et exécuter rapidement les commandes React à partir de la commande de palette de Visual Studio Code. Donc, on va installer cette première commande. Et généralement, quand on installe cette commande, pour ceux qui font du développement web, vu que cette commande, c'est principalement pour ceux qui font du développement mobile, pour que ça fonctionne bien pour ceux qui font du développement web, vous allez installer une deuxième extension qui est ici là, le ES7 React Redux Graph React Native Snippets. En fait, cette autre commande va simplement vous permettre d'avoir accès aux raccourcis. Donc, vous voulez peut-être taper, on va prendre ici, vous voulez faire un import module name from module, vous tapez seulement IMP et lorsque vous tapez sur tabulation, ça vous auto-complète cette ligne. Vous voulez par exemple faire ici un export de ceci, vous tapez EXD et vous tapez tabulation, ça vous sort ça. Quand on va vouloir travailler avec cette extension qu'on vient d'installer, on n'aura pas besoin de taper toutes les lignes de code du début jusqu'à la fin. Par exemple, ici on veut faire une boucle for, on n'aura pas besoin d'écrire tout ce for, let, ceci, et on aura simplement besoin de faire un pof, on tape sur tabulation et on a toute cette ligne qui est auto-complétée. Donc à ce niveau, je pense que ces éléments sont bons pour le JavaScript. Pour ceux qui veulent, vous pouvez également installer ici un ESLint et je crois que je l'ai installé déjà. Le tout est en un mot, je crois. Le ESLint ici permet de souligner les erreurs lorsqu'on fait la syntaxe ES. De la même façon, on va installer ici là les éléments PHP. Et le premier élément PHP que je crois déjà avoir installé, c'est le IntelliFence. Et le PHP IntelliFence ici là, c'est pour les développeurs PHP. Il permet de faire quoi? Voilà tout ce qu'il permet de faire qui est cité ici là. Vous allez lire et vous allez essayer de comprendre. Mais en gros, je vais venir ici là et je vais prendre le fichier PHP que j'ai créé. Dans ce fichier PHP, je vais ouvrir et je vais me créer ma balise PHP, mon élément PHP. Je ne ferme pas. Généralement, quand on ne fait que du PHP, il est recommandé de ne pas fermer la balise PHP. Donc, je vais me créer une classe. Et cette classe, je vais l'appeler par exemple fond. Dans cette classe, si j'ai peut-être envie d'importer des noms de ce qu'on appelle généralement namespace, si je me mets à écrire une fonction ici là et qu'il faut un nom d'espace, je peux simplement faire un clic droit et ici là, je vais importer les noms des classes qu'il faudra. Ici, vous voyez import class, import all classes. Il y a plusieurs éléments qui s'offrent à moi. De la même façon, si je travaille dans un projet PHP avec plusieurs éléments, mais je ne connais pas réellement d'où proviennent ces méthodes, si je veux connaître le fichier d'origine dans lequel ces méthodes sont conservées, je n'ai qu'à maintenir la touche CTRL et une fois que j'ai maintenu ce CTRL, je peux cliquer directement sur la méthode en question ou alors sur la classe en question et ça va me renvoyer immédiatement dans le fichier dans lequel cette classe a été conçue. Si cet élément a une documentation, une pop-up va apparaître pour me montrer cette documentation. Après l'extension IntelliFence, on va parler d'une extension qui est tout aussi importante, surtout pour ceux qui font la programmation orientée objet. Cette extension, en fait, s'appelle simplement DocBlocker. Donc, je vais revenir à ce niveau et je vais taper Blocker. Je crois que j'en avais déjà installé quelques-uns. Donc, je vais prendre ce DocBlocker qui est ici. Et le DocBlocker, il y a également le JS DocBlocker et la PHP DocBlocker, mais celle qu'on a installée ici fonctionne pour plusieurs langages. Et je crois que si on descend un peu plus bas, on verra les langages que ça prend en charge. Désolé, ils n'ont pas précisé les langages, mais ça prend plusieurs langages en compte. Comment fonctionne la DocBlocker? Je vais venir ouvrir mon index.js ici. Et je vais supposer que dans cet index.js, je me suis plutôt créé une classe. Une classe que j'ai peut-être appelée ici là, light. À l'intérieur de cette classe, je vais déplacer tous les éléments que j'ai ici un peu plus haut. Je vais les mettre directement à l'intérieur de ma classe. Si je me mets ici tout en haut et que je tape un slash, je mets 2 étoiles en fait et que je tape sur entrée, vous voyez que ça me sort directement une ligne dans laquelle je peux commencer à écrire. De la même façon, si je viens définir une fonction comme celle que j'ai ici et je mets un paramètre, ce paramètre par exemple je vais l'appeler Pong et je vais dire que Pong par défaut c'est une chaîne de caractères vide. Lorsque je vais me placer au-dessus de ma fonction, je vais mettre un slash, je vais taper 2 étoiles. Dès que je tape sur entrée, vous voyez que ça me sort que j'ai un paramètre qui est Pong. Ça reconnaît directement que j'ai un paramètre qui s'appelle Pong. Et ici, à l'intérieur, on me demande de mettre la description qui correspond au paramètre en question. À ce niveau, ça me dit de mettre le type.
et le type ici sera simplement string. On me dit il y aura un return. Le return en fait va être de quel type? Et quand je vais peut-être dire ici là que return bonjour, à ce niveau normal le return est de type string. Donc je vais venir aussi à ce niveau et je vais dire return c'est string. Si par exemple ici là je mets que dans le return on va mettre un truc qui sera du type HTML, par exemple ici div, je vais fermer et je vais venir tout à la fin ici là, je vais réouvrir div et je vais fermer de nouveau. Donc à ce niveau, le return ne sera plus string mais ça sera plutôt du HTML element et vous voyez qu'il y a l'autocomplétion pour me dire qu'en fait je suis en train d'utiliser quelque chose qui sera de type HTML element, dont je sélectionne et je mets. C'est en fait à ça que c'est la doc blocker et ça fonctionne également pour le PHP. Donc à ce niveau, si je me crée par exemple une private function que j'appelle ici là light, à cette fonction je vais dire que ça va prendre un paramètre qui sera de type string et ce paramètre sera $lu par exemple. Je vais dire que par défaut ça sera une chaîne de caractères vide et je vais mettre un deuxième paramètre qui sera de type array et je vais l'appeler ici $data et par défaut ça sera également un tableau vide. Ensuite je vais aller à la ligne. Lorsque je vais descendre, lorsque je vais me placer ici et que je vais mettre mon slash, je vais taper 2 points. Lorsque je vais entrer, vous voyez que ça reconnaît directement que j'ai deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères et c'est lu. Le deuxième, c'est un tableau. Ici, ça met return et ça dit que ça va retourner un tableau, mais ça met ça par défaut parce que on n'a rien mis d'autre. Par contre, si je supprime cette documentation et que je viens par exemple ici, je dis que ma fonction doit plutôt retourner un truc qui sera de type string. Si je reviens mettre ma documentation ici, lorsque je vais taper, vous voyez que à return, ça me met maintenant string, ça ne met plus array comme ça d'abord mis précédemment. Donc, c'est à ça que va servir la doc blocker. Ça connaît exactement le type de fonction qu'on a écrit et en fonction des paramètres ou alors des éléments qu'on aura mis, lorsqu'on génère la documentation, ça va reconnaître que en fait cette fonction a tel nombre de paramètres et ça fonctionne comme ceci. Donc à ce niveau, je pense qu'on est bon et on va s'arrêter là pour ce petit tutoriel. Mais avant de se séparer, je vais également vous montrer deux autres éléments qui sont plus ou moins importants, tout dépend de tout un chacun. La première chose ici, là, c'est le plugin qu'on appelle Live Server. Si on revient ici, je vais sélectionner Live Server. Et comment fonctionne le Live Server? Je suis en train de faire mon projet HTML ici. Et après, je n'ai pas envie d'aller à chaque fois dans le navigateur pour actualiser et voir le résultat. Donc, j'installe le Live Server et une fois que c'est installé, je vais cliquer ici au niveau de Go Live. Quand je clique sur Go Live, ça va directement ouvrir mon projet dans le navigateur par défaut que j'utilise. Du coup, si je viens maintenant ici, je vais par exemple réduire mon éditeur de texte comme ceci. Si je viens par exemple enlever ce LI ici là dans lequel on a mis les classiques, je vais le couper dès que je sauvegarde. Vous voyez que le LI va immédiatement disparaître dans mon navigateur. Donc, je n'ai pas besoin de venir dans le navigateur pour actualiser. Je viens, j'annule l'action que j'ai faite, je sauvegarde et vous voyez que ça réapparaît immédiatement. Donc, c'est en fait à ça que va nous servir le Live Server. Le dernier élément que je vais également vous montrer ici, c'est le Live Share. Et le Live Share, je ne crois pas que je l'ai installé et je ne vais pas toujours l'installer parce que je ne l'utilise pas vraiment. Le Live Share permet de travailler plusieurs personnes sur un projet. Donc, en gros, vous allez l'installer et quand vous l'installez, vous allez créer un lien de partage, un peu comme les liens de partage WhatsApp. Une fois que vous créez le lien de partage, vous allez le poster quelque part. Du coup, si vous cliquez sur ce lien de partage, vous allez directement rejoindre le projet et vous pourrez travailler plusieurs sur le même projet. Donc, ça fonctionne comment? Je crois que tout ici en bas, il doit avoir une petite démo. Je ne sais pas, mais si on ne trouve pas la démo, on va aller voir la démo même en ligne. Là, on va ouvrir leur site. Ici, présentement, nous sommes sur le site de LiveShare. Et vous allez voir, lorsqu'on va commencer à descendre, voilà comment ça fonctionne en gros. Ici en haut, c'est quelqu'un qui est en train de travailler qui s'appelle John Chung. Et ici en bas, il y a Amanda Silver. Mais les deux sont en fait en train de travailler sur le même fichier. Donc lui, il écrit son code en haut et elle écrit son code tout en bas sur la même page et ça ne dérange en rien du tout. Donc de cette façon, en fait, on peut répartir le travail en se disant, moi je travaille par exemple le header et pendant ce temps, toi tu travailles le footer. Nous deux, on travaille sur le même fichier, mais c'est mon projet. Donc lorsqu'il y aura des validations à faire, ce sera en moi. Si je décide que ce que quelqu'un modifie ne me plaît pas, je peux décider de ne pas enregistrer ce qu'il a fait. Et de la même façon, on peut travailler
à plusieurs dans le même projet sur des pages différentes. Ça veut dire, moi je travaille par exemple sur index.php, pendant ce temps lui travaille sur log.php. Donc je vais m'arrêter là pour ces quelques extensions, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une vérité absolue. Il existe des multitudes d'extensions, mais il faut savoir faire un choix judicieux. Quand je parle de faire un choix judicieux, je parle de quoi par exemple? Plus on ajoute des extensions dans notre éditeur de texte, et plus l'éditeur de texte devient gourmand en ressources. Ça ne nous sert à rien d'ajouter des tonnes d'extensions qu'on ne va pas utiliser. Ou alors ça ne nous sert à rien d'ajouter des extensions juste parce qu'on nous les a présentées. Donc il faut savoir évaluer les besoins pour lesquels on veut une extension avant de l'installer. J'ai 28 extensions qui sont préinstallées. Si je viens ici et que je sélectionne, vous allez voir que au total, si on compte les extensions que j'ai d'installer, j'en ai au total 28. Certaines, je les utilise et peut-être certaines, je ne les utilise pas, comme par exemple ce IntelliSense. Normalement, il ne me sert à rien, donc je vais le désinstaller simplement. De la même façon, si je regarde, j'ai JavaScript ES6 Code Snippets, dont je l'utilise généralement. Lui, je vais le laisser. J'ai Liveserver avec lequel je travaille bien. Donc à ce niveau, je pense que c'est bon et on va s'arrêter là. Je vous donne un rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus à la vidéo. Merci et à très bientôt.